everybody again. Leila Slimani comes to us a highly decorated author and global representative for La Francophonie. She is a prize-winning journalist who wrote for Jeune Afrique, which is a magazine that you can borrow here at the center or read at the library. Her first novel, Dans le Jardin de l'Aube, Adele, for this English translation that we're going to be talking about tonight, won the Prix de la Lumière in 2015. She is the only woman to be awarded this prize, which was founded to promote Moroccan literature in French. In 2016, Chanson Douce, or The Perfect Nanny for our American version, took the world by storm, winning the Prix Goncourt and being translated into over 30 different languages. You probably have a better count than I was able to find. 42, wow! So she has also tackled the intersection of sex, law, and religion in Morocco through both nonfiction and more visual pursuits with your bande dessinée. Last November, President Macron offered Leila Slimani the position of Francophone Affairs Minister to help represent the open face of Francophonie to a multicultural world. In her fiction work, readers encounter Adele, who is addicted to sex, and Louise, a nanny who is completely consumed by the family under her care. Tonight, we are pleased to welcome Leila Slimani, an author obsessed with the obsessions of others, and someone who celebrates and promotes the diversity of the French language throughout the world. Leila Slimani, thank you for being with us tonight. Thank you. So from journalism to novel writing to nonfiction and bande dessinée and even a personal essay on what Simone Weil means to you, you have written quite a lot and in very different formats. Do you approach all of your different works in the same manner, or do they have kind of special places in your head? I would say that I approach all my work with a lot of discipline, because I have to, with a lot of passion. But fiction is different. It's very different to write fiction, because when you write fiction, you have to go really deep into yourself in a sort of introspection. You have to get obsessed with someone else, with another world, another time, characters that you love so much that you sometimes don't really know if they exist or they don't. You're not interested anymore in your real life, in your family, in your children, everything. So you have to act as if you were listening to the conversation, but you're not. So yeah, this is really different, because fiction is really intimate. And I must say that when I write fiction, and maybe it's a paradox, when I write fiction, I never think of my public. I write in a very selfish way. I just write for myself, and I really don't care what people are going to think, understand, not understand. This is a time and a space where I feel completely free, and where I feel completely selfish. That's just for me. And I write just because it pleases me, just because it makes me very, very happy. When you write journalism, nonfiction, it's very different, because you have to inform, you have a role as a journalist, and there are codes that you have to respect. So that's very different. With fiction, you are completely free. So then, for both of these novels, there are some real-life stories that helped to inspire what eventually came to be published. I was wondering how you first came across these stories and how you feel about them now, looking back, since your work has been published. You know, actually, concerning The Perfect Nanny, I was already writing the book, and maybe I was having, I think, the first version of the book. I had 150 pages, and I gave the first version to my publisher, and he said, no. He said, it's boring, yeah, there's something missing, I don't know what, but you have to figure it out, and you have to find something, because I'm sure and I can feel that you have a good idea, and that this idea of exploring the soul of a nanny is a good idea, but
But the book is boring because the life of a nanny is boring and the life of a family is boring. And taking care of children is one of the most boring things. So I needed to kill them to make the book less boring. Who is the So, for the other one, I wanted to explore addiction. But there's a book of Dostoevsky called The Gambler, Le Joueur, that I love very much, and I think that the mechanism of addiction is fascinating for a writer. But actually, I didn't want to explore drug addiction or alcoholism because I found it maybe a little bit cliché, and I was afraid that I was going to do something that has already been done many, many times. So when I read articles after the Dominique Strauss-Kahn affair, there were a lot of articles about sex addiction, what they call this pathology of sex addiction, and I got really interested in that, and I interviewed a psychiatrist and I asked him, I found a statistic and saying that there is 95% of sex addicts are men and only 5% are women. And he said, actually, this statistic is not relevant. It's just that women don't come to us. They rarely come to consult a psychiatrist. So we don't really know how many women suffers from this addiction. And that's how I got the idea that Adele maybe was this kind of woman. So now we're going to delve more explicitly into Adele here. Central to the story of Adele is the familial relationship again, whether it's boring or not. You delve into it in a very intense way. So the familial relationship with her husband Richard and also her son Lucien. The outwardly perfection of their family is kind of moves the story even more and makes that loss so acute. So Lucien is described both as a burden and someone for whom she will stomp all over other children's sandcastles. So I was wondering if you could speak a little bit to this complicated vision of motherhood before we delve into the more complicated marriage between his parents. I think that Adele, like many women, thought that when she would become a mother, everything would be natural. That she would know how to do, how to be with her son, how to love him, how to take care of him. But then she became a mother and she found motherhood tedious and very difficult, and she doesn't know how to love him and she doesn't know how to take care of him. And I think that she feels guilty about it, and she feels that maybe she has a problem, she's not a good woman, there's a flaw inside of her because it's not possible as a mother not to know how to take care of her child. So yeah, I think that she's disappointed by motherhood. And I think also, and she said, there's a chapter about it in the book, she looks at herself in the mirror and she says, yeah, when I got my son, a baby was born, but something died, something inside of me died. And I must say that I experienced that when I got my first son. I had this feeling that something died forever. A part of me died, a certain Leila died and will never come back again. And there is a certain melancholy that comes with motherhood, even if it's difficult to admit, but for your whole life you will be anxious and worried about someone else. And for your whole life you will depend on someone, this person will depend on you in a certain way. And it was very weird because when I had my son, I think that one of my first feelings was fear. Fear for him, of course. And I also thought, now I can't die. I must survive. I need to be here for him. And the fact of not having the freedom to die, it was very weird, and it was like a vertigo for me. I had lost freedom, and not only one, many freedom when I got children. So yeah, there is something dark, I think, in motherhood, something difficult, and sometimes you don't know how to do, and sometimes you just want to give up, maybe for an hour, 2 hours, one day, but you can't, of course. So throughout the novel, Richard is the only man that Adele even thinks remotely of as safe. He often treats her almost in a childish manner in the same way that he treats their son.
and he definitely has a different relationship to intimacy than Adele does. There's a passage in the book that starts with Richard never felt sex was important, which is in direct contrast to everything we see from Adele. So I was wondering if you intended to set up that kind of Madonna versus Mary Magdalene, or the mother versus a more sexualized woman, and the inversions that you played around with there. If you could speak to that a little bit. You know, when I reread the book, I thought that it was a very Christian book. I don't know why, because I'm not Christian and I didn't have a Christian education, but I think that there is something very Christian in this book about sin and flesh and all of this. So I don't know why, I don't know what influenced me, but I think that you are quite right about that. But concerning sex, what interested me was that I think that we hear a lot, and especially in my generation, we heard a lot the fact that everyone wants to have sex, and sex is so cool, so natural, and yes, we should all have sex all the time, and even without love, because it's not about love, it's about having sex, and we have so much desire. I'm not sure that it's true, and I'm not sure that all this thing about sex is, that it's really true, and I think that very often sex is disappointing, and it's not as good and as interesting as we can see it in the movies or read it in literature. So Adele, in a certain way, is influenced by that. She wants to feel this particular feeling she heard about, this sex. Everyone is telling her that it's so great, so wonderful, that she's going to experience something with sexuality, and she experiences nothing, she feels nothing. And it's the same for Richard. Richard, he's under pressure because he doesn't want to confess in front of his male friends that he's not interested in sex, because I think that as men also, you feel a lot of pressure. You're supposed to love that and to make dirty jokes about that and to say that you want to have sex with girls. But some men don't. But I think that it's difficult to admit and maybe difficult to confess. So I wanted to explore that, the pressure that is on women and men concerning sex and sexuality, and the fact that we are supposed, all of us, to want to have sex all the time, even if not. And then at first glance, Adele is primarily about the relationship between men and women. But I was very struck by the undercurrent of sort of unfulfilled or unfulfilling female relationships, particularly intergenerationally. So if you could speak a little bit to the relationship between Adele and the other female characters in her life. I think that Adele is afraid of women, because she's afraid of the fact that they are going to be judgmental with her or jealous. And I think that she would love to have a very good friend to whom she could confess who she really is and what she does, but she trusts no one, and she has only one friend called Lauren, who is a journalist and who actually plays the role of the alibi. She's not really a friend because Adele doesn't tell her the truth, and she lies all the time, and sometimes even she's cruel to her. There's a point where she says to Lauren, "You can't understand because you're not married and you don't have children." You know, this terrible sentence that women can say to a woman who has no children. So sometimes she's really not nice to other women. And she has a very weird relationship to her mother, who is jealous of her daughter, I think. And I think that when her daughter Adele became a woman, and when she became beautiful, and when men began to look at her, the mother was very jealous of her. And she made her pay the price of that, of this beauty, telling her you're a slut, and I despise you because of your attitude with men, although she was very young and she didn't have an attitude with men. So yeah, I think that she's very much afraid of other women, and she doesn't trust them at all. So I think we are now going to open up to questions, as it is
30. So I think if you just raise your hand, someone will get a microphone to you and we'll be able to ask your question in either English or in French. Oh, I think I can hear you. Yeah. I think so too. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup. J'entendais dire quand on vous présentait que vous aviez écrit quelque chose sur Simone Veil, que je n'ai pas lu, si vous pouviez éventuellement un petit peu en parler. Et je ne sais pas si ça a un rapport quelconque, quelle est votre opinion aussi sur le mouvement actuel des Gilets jaunes. Alors pour ce qui concerne Simone Veil, c'est une femme qui a été toujours très très importante pour moi, qui a été un modèle très important. Je crois que je devais avoir 10 ou 11 ans quand ma mère m'en a parlé pour la première fois, m'a raconté son histoire. Ensuite, j'ai lu son autobiographie. Et quand j'étais adolescente, j'avais au-dessus de mon bureau un portrait de Simone Veil, une photo d'elle. Et quand je suis partie du Maroc, j'ai emporté le portrait avec moi, qui m'a toujours suivie, que j'ai toujours eu au-dessus de mon bureau. J'admirais cette femme pour plusieurs raisons. Je l'admirais pour son immense résilience, bien sûr, pour son humanité, pour le fait qu'elle a continué à croire dans l'être humain et continué à croire dans la possibilité du progrès, de l'amélioration du sort de chacun malgré l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Elle n'avait conçu aucune amertume, aucune violence, aucun désir de vengeance, ce que je trouvais admirable. Et puis, ce que je trouvais admirable aussi, c'est que elle n'était jamais là où on pensait, c'est-à-dire que c'était une femme de droite, c'était une femme qui appartenait à la bourgeoisie. On aurait pu penser, on aurait pu imaginer que ce n'était pas ce genre de femme qui allait porter le combat dans les années 70 pour l'avortement, la possibilité de disposer de son corps. Et pourtant, moi j'aime les figures comme ça, qui ne sont pas dans des cases et qui ne se laissent pas enfermer dans une classe sociale ou dans n'importe quelle définition. Donc je l'admirais beaucoup. Et le jour où elle est morte, Eric Fotorino, qui était venu chez moi et qui avait vu ce portrait, m'a dit « Mais est-ce que tu ne veux pas écrire sur elle ?» Et j'ai écrit en vraiment quelques heures. Je me souviens, j'étais en Bretagne et j'étais dans ma chambre d'hôtel, je me suis enfermée, j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle « Simone Veil, mon héroïne » parce que cette femme était mon héroïne. Et parce que je pense que, en particulier dans les années 80, quand on était une petite fille, on n'était pas tellement élevé avec des héroïnes femmes. On avait beaucoup de figures comme ça, de gens, surtout des hommes. En plus, quand on aime la littérature, c'est beaucoup des écrivains et tout. Et c'était vraiment une figure féminine qui était importante pour moi. Et elle s'était sortie de ce qu'il y avait de pire sur Terre. Donc, c'est une femme qui me donnait beaucoup de force. Donc voilà, j'ai écrit ce livre pour lui rendre hommage. Et puis, concernant les Gilets jaunes, vous voulez que je vous dise ce que je pense des Gilets jaunes? Oui, mais je ne sais pas qui sont les Gilets jaunes en oui. fait. Donc c'est un peu compliqué de vous dire ce que je pense des Gilets jaunes parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Moi, je comprends et évidemment, je soutiens toute revendication d'égalité, de justice, de dignité que je trouve absolument légitime partout d'ailleurs dans le monde. D'autant plus quand elle se manifeste pacifiquement et qu'elle se manifeste voilà, dans une forme de clarté, en tout cas de limpidité. Ce qui a été compliqué avec les Gilets jaunes, c'est que, bien sûr, je crois que tous ceux qui sont conscients que la France devient un pays de plus en plus inégalitaire, c'est vrai, un pays où il y a une violence sociale qui est terrible, un pays où il y a une misère qui est terrible. Moi, j'habite à Paris depuis 15 ans. Paris est beaucoup plus, moi je trouve, enfin on voit la misère de manière beaucoup plus évidente qu'on la voyait quand je suis arrivée en France. Moi je me souviens que quand je suis arrivée en France, j'amenais des amis français à moi au Maroc, passer les vacances. Et au Maroc, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la rue, parfois avec de terribles maladies, on voyait la misère. Et moi j'étais gênée, je me disais, ah, les gens ils vont peut-être être choqués et tout. Aujourd'hui je ne me pose pas du tout la question. Parce qu'à Paris, aujourd'hui, concrètement, dans n'importe quel quartier, vous vous levez le matin, vous voyez des enfants qui dansent dans la rue. Concrètement, tous les jours, dans tous les quartiers de Paris, qui est quand même une des villes les plus riches du monde, une des villes où le luxe s'affiche le plus. Donc cette violence-là, évidemment, je pense qu'il faut la combattre et je soutiens complètement ce mouvement à ce niveau-là. Après, je ne crois pas en réalité que ce soit un mouvement. Et je crois que le fait de dire les Gilets jaunes, aujourd'hui, presque 2 mois après, ou 2 mois et demi après le début de ce mouvement, ça n'a plus vraiment de sens parce que ce mouvement est complètement éclaté, il est totalement protéiforme, il est pour une part apolitique puisqu'il n'a pas envie d'avoir de représentants, puisqu'il n'a pas envie de rentrer dans des institutions, etc. Donc c'est extrêmement difficile de
venant de ma part, en plus, qui représente ce qu'ils haïssent le plus, c'est-à-dire l'élite, des gens qui appartiennent à la bourgeoisie, des gens qui en plus sont des intellectuels et détestent ça, en plus une journaliste. Donc venant de ma part, en plus, je ne me permettrai pas de les définir ou encore de les mettre dans une boîte ou de les mettre dans un... Parce que je ne sais pas, donc moi je préfère prendre une attitude de, voilà, en tant qu'intellectuelle, en tant que femme de lettres, moi je me mets à une certaine distance. Je crois que, surtout dans notre travail, qui est le travail d'écriture, d'analyse, il faut faire preuve d'humilité, il faut accepter aussi que le temps passe, parce que le temps il aide à réfléchir, il aide à filtrer les choses, à ne pas réagir dans la colère ou dans une forme de condescendance. Et je pense que parfois, quand on ne sait pas, il faut savoir dire qu'on ne sait pas. Donc ma réponse sera de vous dire qu'en grande partie, je ne sais pas. Voilà. C'est bon? Alors, vos personnages féminins m'intriguent beaucoup parce qu'il y a un aspect victime, soit le nous, soit la mère de la famille et même Adèle. Et je me demande si vous basez vos personnages féminins sur un modèle spécifique ou si vous avez une idée avant de commencer d'écrire ces personnages. Est-ce que vous avez une idée de ces femmes? D'abord, je ne pense pas du tout qu'elles soient plus des victimes que les hommes. Je pense qu'on est tous des victimes du simple fait d'être des êtres humains. La condition humaine fait que, qu'on souffre de plusieurs choses. D'abord du fait qu'on va mourir, du fait qu'on doit qu'on doit gagner notre vie, du fait qu'on doit essayer de faire plusieurs choses en même temps, être des parents, travailler, se battre pour sa dignité, essayer de trouver sa place dans ce monde. Donc je ne pense pas qu'elles soient plus des victimes que les autres. Ce sont des femmes qui se battent pour réussir, pour vivre, pour être des mères, pour être des professionnels, pour être tout ce qu'elles peuvent être. Et puis, par ailleurs, non, je ne me base jamais sur un modèle. Je pars d'une idée, et ensuite le personnage, il commence à se dessiner tout doucement. C'est comme si vous preniez de l'encre, et puis sur un papier buvard, vous faites un point, et puis le point commence à s'étaler. Et puis je vais vous dire, je crois beaucoup à ce que dit Marguerite Duras, c'est-à-dire que moi je crois que c'est l'écriture qui écrit. C'est-à-dire qu'à force d'écrire, il y a quelque chose qui naît. Et l'écriture crée de la vie. Et en réalité, nous, les écrivains, on est plutôt là juste pour tenir le stylo et on n'est pas tellement en maîtrise de tout ça. Alors moi, des fois, je fais un peu semblant devant vous, je vais faire genre que j'ai tout maîtrisé, mais en réalité, pas vraiment. Et très souvent, mes personnages me surprennent, mes personnages ne font pas ce que je veux qu'ils fassent. Parfois, j'écris des scènes et puis ils résistent, ils ne veulent pas. Mais vous savez, il y a cette histoire magnifique de Tolstoï. Tolstoï, quand il a écrit Anna Karénine, avait reçu une avance de son éditeur, ce qui à l'époque était très rare, et puis il avait reçu une très très importante avance. Et donc il devait rendre son manuscrit à telle date, et il ne le rendait pas, et l'éditeur était absolument furieux. Donc l'éditeur prend le train de Moscou pour aller voir Tolstoï dans sa maison à la campagne. Il arrive, il se met à hurler, il dit maintenant il faut me donner le manuscrit, et si vous ne me donnez pas le manuscrit, vous me rendez l'argent. Et Tolstoï, d'un air tout à fait sérieux, le regarde et lui dit « Mais enfin, ça n'est pas ma faute. Anna Karénine est partie, j'attends qu'elle revienne. » Et l'éditeur, évidemment, a pensé qu'il lui faisait ce tour-là pour ne pas lui rendre l'argent. Mais moi, je crois à la sincérité de Tolstoï. Parfois, vous ne savez pas pourquoi, il y a cette magie. Et le personnage est là. Il est là. Et la littérature, ça n'est que ça. C'est de la vie. Ça n'est que de la vie. C'est vraiment réussir à faire naître de la vie. Et parfois, vous avez une bonne heure, 2 bonnes heures d'écriture, il y a cette magie qui se produit, il y a la vie qui arrive. Et là, vous essayez juste, vous savez, souvent les écrivains ils vous diront ça, on essaye de bouger le moins possible, de rester truc, parce qu'on a peur que ça parte, c'est comme un envoûtement, et puis ça s'en va. Et c'est ça, en fait, on doit être là, on doit être disponible pour cette chose-là, disponible pour cette perte de contrôle, disponible pour cette écriture qui va créer de la vie, parce que le langage crée de la vie. Donc les personnages, non, je ne me mets jamais, je n'ai un modèle, je les laisse être libres et puis je les aime, donc j'ai envie qu'elles soient libres. Je les respecte, j'ai envie de respecter leur mystère, j'ai pas envie là encore de les enfermer. Je ne sais pas tout d'elles. Et d'ailleurs les gens que j'aime, c'est pour ça que je les aime, parce que je ne sais pas tout d'eux et je détesterais tout savoir des gens. Je trouve que pour moi, ça c'est la définition du fascisme. C'est que dans le fascisme, on croit qu'on sait tout des gens, les gens, on ne sait rien d'eux. Donc on raconte un peu de ce qu'on perçoit, mais c'est tout. Le reste c'est un secret. Alors pour revenir aussi, c'est dans la lignée de ce dont vous parliez à l'instant, dans votre processus d'écriture, donc pour en arriver à un livre
225 pages, par exemple, Le Jardin de l'Ogre. Donc, quelle est la fraction qui reste par rapport à tout ce que vous écrivez? Et la seconde partie de ma question, c'est aussi bien dans Chanson douce que dans Le Jardin de l'Ogre, les personnages, je veux dire personnages secondaires, comme la mère ou comme l'ami, on les découvre par une scène qui peut remonter, il y a très longtemps, je pense à la scène dans l'hôtel, où la petite fille Adèle, enfant, est laissée seule. Mais derrière ça, combien y a-t-il de votre écriture, de toute la vie de ce personnage? Ou est-ce que ce sont des flashs qui vous viennent et qui sont, je veux dire, suffisants pour votre méthode et pour ce que vous voulez apporter au livre à travers ce personnage? Alors, pour ce qui concerne le processus d'écriture et ce que je garde, ce que je laisse, je jette à peu près 80% de ce que j'écris. Mais après, c'est un processus très long, c'est-à-dire que, par exemple, Adèle, la mère d'Adèle, elles existent en germe depuis 10 ans, 15 ans. Moi j'écris à la main, j'écris pas sur ordinateur. Donc j'ai des carnets. Je peux retrouver des carnets, par exemple, de 2008, où il y a déjà un peu la scène de l'hôtel, mais imaginée d'une manière totalement différente. Mais c'est comme un... ça ressemble un petit peu à de la... Moi, j'ai beaucoup d'analogies avec la cuisine. Moi, ça me fait beaucoup penser à la cuisine, l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très sensuel, qui demande beaucoup de patience, qui demande aussi à la fois un mélange comme ça d'égoïsme, c'est-à-dire parce que souvent on fait des choses qu'on aime, parce qu'on en aime le goût, et en même temps de volonté de partage, et il faut laisser reposer. Et parfois c'est meilleur réchauffer, re-réchauffer, re-réchauffer, et c'est un petit peu ça. Après, quand je dis que je jette 80% de ce que j'écris, on écrit énormément, et puis après on prend tout ce qu'on a écrit, et comme disait Simon, on secoue, et puis il faut faire tomber tous les adverbes, parce que l'adverbe c'est dégueulasse. Et pas mal d'adjectifs aussi, parce que souvent ça sert à rien. Et puis à chaque fois que vous adorez un passage, il faut vous dire, est-ce que vraiment, celui-là je le garde? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut le plus sacrifier, bizarrement, c'est ce qu'on aime le plus. Parce que la vanité est le principal ennemi de l'écrivain. Si vous gardez un truc parce que ça vous plaît et parce que vous avez l'impression de prouver avec ce passage que vous écrivez bien, c'est que c'est pas bon. Et donc il vaut mieux prendre autre chose qui est utile à l'histoire, utile au personnage et pas utile à votre petite personne. Et la deuxième partie de la question, c'était... Découvrir les personnages juste par une scène ou d'autre. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, pour ça, je crois que je suis pas mal influencée d'une part par le cinéma et d'autre part par l'art de l'ellipse. Moi, j'ai toujours pensé, c'est pour ça que je citais Simon avant, Simon disait toujours que le plus important, ça n'est pas ce qu'on écrit, c'est ce qu'on n'écrit pas. Et quand il dit ça, en réalité, il parle de la relation qu'on a avec le lecteur. Moi, je fais énormément confiance à mes lecteurs. Et je considère que le lecteur est quelqu'un d'intelligent. Et le travail du lecteur, c'est de combler les vides. C'est de remplir toutes ces ellipses. Et cet espace que vous lui laissez, c'est un espace pour son imagination à lui, pour ses propres fantasmes. C'est lui qui va ensuite broder, coudre, faire des liens entre l'histoire. Je n'aime pas quand c'est pour souffler, qu'on donne tout comme ça, parce que, là encore, analogie avec la cuisine, c'est pas digeste quand vous vous sentez obligé de tout expliquer. Puis d'ailleurs, quand vous commencez dans l'écriture, c'est souvent comme ça. Vous décrivez une scène, elle mit la main sur la poignée de la porte, elle appuya sur la poignée, elle poussa la porte qui s'ouvrit, elle entra dans la pièce, et alors là, on se sent obligé de tout raconter. Et on commence vraiment à écrire au moment où on comprend que, vraiment, en décrivant simplement que la femme est dans la pièce, qu'elle regarde par la fenêtre, évidemment, le lecteur a compris qu'elle avait ouvert la porte. Au début, on est un peu inquiet, donc on se sent obligé de tout dire au lecteur. Et puis après, on se souvient qu'on est lecteur soi-même. Et moi, je n'oublie jamais que je suis lectrice, donc j'essaie de me servir de ça, de mon propre plaisir de lecture, pour ensuite écrire des scènes comme ça. Mais donc, voilà, il faut jeter, puis il ne faut pas s'attacher à ce qu'on écrit, et puis... moi, je jette des manuscrits entiers. Il y a quelques mois, j'ai jeté 250 pages que j'ai effacées complètement. J'ai déchiré les trucs, et puis les trucs sur mon ordinateur, j'ai effacé parce qu'il ne faut pas s'attacher à ce qu'on écrit. En ce qui concerne Adèle, comment saviez-vous vous mettre dans la tête et dans le corps d'une adepte de sexe? Si parfaitement. Alors, d'abord, j'ai interrogé pas mal de gens. J'ai interrogé de manière générale des gens qui souffraient d'addiction.
Et en réalité, je me suis rendu compte que ce sont toujours plus ou moins les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que vous êtes tenté, vous cédez à la tentation. Comme vous cédez à la tentation, vous vous détestez. Comme vous vous détestez, vous ne voyez plus l'intérêt de ne pas y céder, donc vous y cédez encore. Donc cette espèce de cercle vicieux, j'ai assez vite, pas compris, mais en tout cas, voilà, je suis assez vite rentrée là-dedans. Et puis, je crois que c'est tout le job d'un écrivain. C'est peut-être pour ça qu'on devient écrivain, c'est parce qu'on aime les gens. Et moi, en tout cas, que j'aime les gens fragiles, que j'aime les gens qui ont un regard sur la vie un peu différent. Et en fait, vous regardez les choses d'une manière différente. Adèle, c'est moi qui l'ai créée, donc évidemment que je la comprends, puisque je l'ai créée. Donc, c'est pas que je rentre dans son corps, c'est que je suis son corps. Mes mots sont son corps, mes mots sont sa tête. Ce qui est magnifique, c'est que vous avez l'impression qu'elle existe et que vous dites, vous êtes rentré dans sa tête, vous êtes rentré dans son corps, donc je suis très contente. Ça veut dire que c'est réussi. Mais en réalité, elle n'est rien d'autre que ce que j'en ai fait, donc évidemment que je la comprends puisqu'elle est moi et que je suis elle. Et je crois que c'est ça, vous savez, la phrase de Flaubert qui dit « Madame Bovary, c'est moi », qui est une phrase qui n'a très souvent qui est très mal interprétée. Parce que si vous retrouvez cette lettre où il dit cette phrase, il écrit à sa cousine et il raconte comment il a écrit une scène. Il vient d'écrire une des plus belles scènes de Madame Bovary quand elle est dans la calèche. Et puis il décrit cette scène, il dit « Oh là là, j'ai eu une après-midi d'écriture extraordinaire, vous ne pouvez imaginer l'état de bonheur dans lequel je suis. » Il décrit la scène et il dit « Et à cet instant, j'étais l'arbre, j'étais la route, j'étais la feuille sur le bord de la route, et j'étais ce ciel rougeoyant. Madame Bovary, c'est moi. » Ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'on écrit, c'est nous. On est... Et ce qui est, c'est-à-dire Adèle c'est moi et moi je suis Adèle, il y a une confusion totale, mais je suis aussi le Paris que je décris, je suis aussi la rue, le petit personnage comme ça qui ne va passer que pendant 2 phrases, tout ça, ça n'est que du langage, et c'est ça la magie de la chose. Donc oui, il y a une confusion totale entre les deux, donc bien sûr qu'on le comprend puisqu'on l'a créé. Mais moi j'ai une question sur le travail et le rôle de la traduction. J'ai vu que le traducteur c'est Simon Taylor. Moi j'ai lu les 2 livres en français, donc, et je fais les traductions moi-même, bon, pas à ce niveau-là, mais bon. Et puis, quelle est votre relation? Est-ce que vous collaborez avec le traducteur? Est-ce que vous appréciez, vous approuvez son travail? Je sais que les 2 titres n'ont pas du tout été traduits aussi, comment dire, c'est pas aussi intéressant dans Le Jardin de l'Ogre par rapport à Adèle, ou Chanson douce et The Perfect Nanny. Bon, Lullaby en Angleterre, ça c'est un peu plus près de Chanson douce. Bon, donc comment ça se passe? Alors, évidemment, je ne peux approuver que dans le cas où je comprends la langue. Donc, vous imaginez que sur 42 langues, il y a beaucoup de traducteurs pour lesquels je n'ai pas la possibilité d'approuver la traduction. Malgré tout, ça arrive souvent que je reçois des mails de traducteurs qui me posent des questions pour aller un petit peu plus loin, pour des détails. Et alors c'est assez intéressant parce que parfois vous voyez des choses que vous n'imaginiez pas sur des sociétés ou sur d'autres langues. Par exemple, mon traducteur tchèque qui m'a envoyé, non c'est une femme, ma traductrice m'a envoyé un jour un mail avec peut-être 14 ou 15 photos de fenêtres, en me disant, est-ce que vous pouvez me dire exactement à quoi ressemble la fenêtre de la maison d'Adèle, parce qu'en tchèque, nous avons 15 mots différents pour décrire la fenêtre. Donc c'était vachement intéressant, alors c'était selon les volets, etc. Et tout. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a des richesses de langage qui sont différentes. Pour l'anglais, pour le coup, je dialogue beaucoup avec Sam Taylor, on parle. Et puis, en fait, on a une relation assez intime. C'est quelqu'un qui a traduit Chanson douce, qui a traduit ça, mais qui a aussi traduit mes essais, qui traduit mes articles. Donc, on commence vraiment à se connaître. Puis, vous savez, quelqu'un qui vit avec votre roman, qui traduit votre roman, il rentre dans votre intimité, et puis il voit vos obsessions et tout. Et pour Adèle, c'était assez rigolo, parce que donc un jour, il m'envoie un mail en me disant écoute Leïla, tu sais qu'en anglais on peut qualifier les parties génitales en français par le mot sexe, le sexe de la femme, le sexe de l'homme. En anglais on peut pas. Donc il faut que tu me dises sur cette page, est-ce que je mets pénis, est-ce que je mets dick, est-ce que je mets... On a passé 3 jours à ne parler que de vagina, et donc après j'étais moi-même choquée, j'ai dit mais il y a trop de vagina dans ce livre, mais c'est pas possible. Donc c'était assez marrant. Donc, du coup, on est devenus très proches, on a beaucoup rigolé sur la base du vocabulaire du sexe.
Et puis, j'approuve aussi la traduction, enfin, je relis la traduction en arabe, la traduction en espagnol aussi, je réponds pas mal à ces questions, mais c'est tout. Mais je dois dire que donc, mes livres sont traduits, Perfect Nanny, 42 langues, et puis Adèle, une trentaine. Et j'ai eu la chance de voyager dans énormément de pays pour présenter le livre, et que ça m'a vraiment donné conscience du fait qu'on ne valorisait pas du tout assez les traducteurs, qui sont des gens qui vous permettent d'avoir tout simplement accès au monde, accès au reste du monde. Et c'est des gens souvent d'une très grande discrétion et en même temps d'une immense générosité, parce qu'ils essayent d'être le plus fidèle possible à ce que vous avez essayé de faire. Ce sont dans beaucoup de pays des gens qui vivent dans des conditions matérielles très difficiles et qui ne peuvent pas se consacrer entièrement à la littérature parce que ça ne paye pas et ça paye encore moins qu'avant. Donc voilà, moi j'ai énormément de gratitude, énormément de respect pour mes traducteurs qui m'ont permis d'aller en Chine, au Brésil, en Corée, au Japon, et de faire le tour du monde grâce à leur travail. Donc c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Merci. J'ai une question sur votre processus d'écrire. Est-ce que vous avez des avis, vous écrivez le matin, le soir, la même heure par journée? Je suis toujours intéressée par les techniques de l'écriture des grands écrivains. La principale technique, c'est faire ça pour faire fuir mes enfants. Principale technique, la technique du coup de pied. Non, vous savez, je vais vous dire un truc sérieusement. Et j'en ai souvent parlé avec des amies écrivaines. Et puis, j'écris pas mal là-dessus aussi. C'est beaucoup plus difficile pour une femme mère d'écrire que pour un homme. Quand vous êtes une femme et que vous êtes à la maison, dans votre bureau, et qu'il y a vos enfants dans la maison, et que vous dites « je ne vais pas m'occuper de vous parce que j'écris », que vous le vouliez ou non, les gens vous jugent. Les gens vous jugent parce qu'ils considèrent que ce que vous devriez avoir envie de faire, c'est d'être avec vos enfants. Et puis, si vous leur dites « je ne vais pas m'occuper des enfants parce que je vais au travail, que je vais à l'usine, que je vais à l'entreprise, que je vais dans mon bureau », c'est normal. Mais pour écrire, pour raconter des histoires, non, il faut aller quand même t'occuper de tes enfants. Donc, c'est très difficile. Il y a un texte de Virginia Woolf qui est magnifique, qui s'appelle « The Angel of the House ». Et l'ange du foyer, ça a été traduit en français. Et elle raconte dans ce texte, elle dit, nous avons tout en nous ce fantasme, cette figure culturelle qui a été construite, qui est the angel of the house, qui est cette femme qui va toujours s'asseoir là où il y a un courant d'air pour laisser aux autres la bonne place, cette femme qui va servir le poulet à tout le monde et garder le morceau le moins intéressant, cette femme qui sait recevoir, qui est agréable. La vérité, quand vous êtes écrivain, c'est que vous ne vous occupez pas de vos enfants. Vous n'avez aucune envie de faire le ménage, pas le temps de faire les courses, pas le temps parfois même de vous changer, vous restez en pyjama toute la journée parce que ce qui compte, c'est vos personnages, c'est l'écriture, c'est le truc. Et ça, c'est difficile à expliquer. Et donc, elle continue aussi dans ce texte, Virginia Woolf, parce qu'elle a écrit aussi Une chambre à soi, elle dit, l'homme, quand il est dans son bureau, on dit aux enfants, chut, papa travaille, papa écrit. Papa est en train de créer. Quand c'est maman, on est là, bon, maman, tu viens là parce que nous on a faim, il faut venir maintenant préparer le dîner. C'est vrai, tu as bien écrit ce matin. Donc c'est vrai que je pense que pour une femme et pour une mère, ça reste, malgré notre époque, malgré les changements sur la condition des femmes, ça reste difficile. Donc la première chose, c'est voilà, essayer de voler du temps à la vie domestique pour écrire, parce que tout est là pour vous empêcher d'écrire. Donc il faut être très égoïste et il faut faire comme a fait Virginia Woolf, il faut tuer l'ange du foyer. Il faut prendre une hache et puis couper la tête et renoncer à elle. Et vous savez, c'est un travail qui est difficile parce que accepter d'une certaine façon de décevoir les gens, c'est-à-dire d'être décevante en tant que mère, d'être décevante en tant que femme, d'être décevante en tant qu'épouse, c'est pas facile. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de devenir une femme libre. Parce que je ne cherche plus à plaire ou à correspondre à ces choses-là. Je cherche à écrire, parce que c'est ma passion. Donc j'écris quand je peux. J'écris, voilà, j'essaie de voler du temps tout le temps, mais je voyage beaucoup, je fais aussi du journalisme. Comme je vous dis, je m'occupe de mes enfants, donc j'ai pas de rythme comme ça. Mais de manière générale, je me lève très tôt le matin, je me lève vers 5 h du matin. J'écris ensuite jusqu'à peu près 9 h. Ensuite, je vais tous les jours au cinéma. Donc à 10 h du matin, je vais au cinéma jusqu'à midi. Ensuite, je dors un peu. Je vais chercher mes enfants et je retravaille le soir et je me couche vers minuit, 1 h. Donc je ne dors pas beaucoup. Voilà.
So you talk about these very dark, violent sexual subjects without any sentimentality. And I think as women, we're often pushed to, maybe think about more wholesome things, less threatening things. Have you felt any of that pressure despite the immense success that you've also been greeted with? No, never. Because I have no sentimentalism, and if you knew my mother, you would understand why. Because, as soon as I was a teenager, my mother always told me, "You're going to be raped. Be careful. That when with sexuality comes violence, and there are predators all over the world." And so I always knew that I was always aware of violence, of inequality between men and women, of domination, of those kinds of things. So that's what I wanted to explore. So I must say that no, I'm not a sentimental girl, I think. Yeah. But and I've never felt that kind of pressure actually. And I think that you too, when we are a teenage girl, we discover sexuality at the same moment of violence because we are aware that something can go wrong, that we can be raped, that we can be harassed. So even if when we discover sexuality, even if we are in love and things can go very well, something in our mind is aware of the fact that there is a link between sexuality and violence. Mm-hmm. Thank you. You just had a short story published in the New Yorker, and you wrote it from the point of view of a young man. What was it like to switch right from that point of view? Very different from, I haven't read Adele, but certainly very different from La Chansonneuse. I have a lot of friends or female friends who had to experience rape or violence or harassment. And I've always asked myself, especially after the Me Too movement, we hear a lot of those stories from women. So it means that, of course, I know rapists. If there are so much rape, of course, rapists are here, around us. And I thought that rapists are not what we think they are. They are not animals, sociopaths, marginalized. They are fathers, uncles, friends, colleagues. They are here in front of us. So I wanted to go to explore the mind of an ordinary man, a man who is not a monster and not a saint, just a man who commits that crime. Because I think that what's terrible, what's tragic, is that this crime is ordinary. A lot of men consider it's ordinary, it's banal, it's not extraordinary. So I wanted to explore that. And I have a friend who just after the Arab Spring decided to create a blog on the internet and to collect testimonies from women about their experience and about rape, harassment, violence, etc. And one day she got a call from a man who said, "I want to tell you my story. I'm a rapist. I raped a woman and I really need to confess because I feel so guilty that it's a burden that I want to confess about." And so she met the man and he told her, but then she didn't want to publish the story. And the other woman of the blog said, "No, this is a blog for women and we don't publish." And one day she told me about that and she said, "I met a man who confessed a rape." And that's how I decided to imagine what happened to that man. And the fact that at the moment when he rapes the woman, he's not even really conscious of what he's doing. He's not even conscious that he's committing a crime. It's just like she's an object and he can take her. And she's a pariah. She dishonored her clan, so she's nothing. She's just a piece of meat that he can take. So yeah, I wanted to explore that because yeah, I'm interested in also the voice of men, of course. Comment était perçu votre livre, enfin surtout Adèle du moins, dans des pays comme le Maroc ou d'autres pays arabes où il a été traduit? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas interpréter ce type de roman à la lumière d'autres choses que les nationalités des auteurs aussi. Et comme vous êtes franco-marocaine, est-ce qu'il y a eu une perception différente de ce fait? Bah, je pense que... Vous pouvez répéter la question? Oui. Est-ce que comment le livre Adèle a été perçu au Maroc et dans les pays arabes? Bah, je dirais que ce sont sans doute les pays où on a le mieux compris le personnage. Ah oui. Ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais en réalité, je pense que
Notamment les femmes marocaines, les femmes algériennes, elles ont complètement compris ce personnage qui passe son temps à mentir. Et ce personnage qui a tellement peur qu'on découvre qui elle est vraiment. Parce que dans ces sociétés-là, on est habitué à porter un masque. Ça nous vient dès l'enfance très rapidement parce qu'on a des doubles vies. On a une vie pour la société, qui est une vie dans laquelle on respecte un certain nombre de codes et de règles, de bienséance, etc. Et puis une autre vie, qui est la vie intime, qui est la vie, alors qu'elle peut être, cela peut être la vie sexuelle ou juste la vie intime. Donc je pense que les gens l'ont très bien compris. Au Maroc, en plus, la littérature marocaine est une littérature très crue, qui explore énormément les choses liées à la sexualité, l'homosexualité, la drogue, la violence. C'est vraiment une littérature très, oui c'est ça, très crue, très rude, très violente. Donc ça n'a pas choqué les gens. Et puis je pense que les gens aussi étaient fiers parce que le livre a eu beaucoup de succès en France. Et donc d'une certaine façon, une fois qu'il y a je ne sais plus quel était l'écrivain qui disait ça, c'est Milan Kundera qui dit quand une chose réussit, c'est qu'elle était juste, c'est qu'elle était vraie. La réussite, malheureusement, elle fait toujours, voilà, elle part toujours les choses d'une aura de justesse. Donc finalement, les gens, peut-être même ceux qui étaient choqués, m'ont pardonné dans la mesure où ça avait eu du succès. Mais je crois qu'en tout cas, non, ça a beaucoup parlé aux gens et la traduction en arabe est très belle, très réussie. Était vraiment intéressante à faire aussi parce que le vocabulaire sur la sexualité en arabe est encore plus violent qu'en français. Donc il y avait une très grande violence dans le texte, vraiment dans la matière du texte. Donc c'était vachement intéressant. On pourrait peut-être poser une question similaire au sujet de votre essai « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc ». De quelle manière, maintenant que c'est plus de la fiction, mais beaucoup plus réel dans un certain sens, de quelle manière est-ce qu'il a été vu et reçu? Ce qui était bien, c'est que c'est arrivé à un moment où il y avait vraiment un débat public très fort au Maroc là-dessus, parce qu'il y avait eu tellement de scandales, d'affaires de mœurs, etc., qu'il y avait vraiment déjà un débat là-dessus. Plusieurs personnes ont publié des livres, dont une des femmes que j'interviewe dans le livre avait publié elle aussi un essai un peu plus scientifique, sociologique là-dessus. Donc c'est vrai que les médias en ont profité pour ouvrir le débat. Et ce qui est apparu, en réalité, c'était une grande soif de parole, surtout chez les jeunes. Et de dire, cette hypocrisie, on commence à en avoir marre, parce qu'on sait très bien les intérêts de qui elle sert. On sait très bien que ça ne sert que les intérêts de ceux qui veulent garder une forme de mainmise sur nous, en particulier les femmes. Donc ça n'a pas du tout, contrairement à ce qu'on peut imaginer, provoqué de scandales, etc. Au contraire, ça a permis vraiment de libérer une parole. La seule chose, c'est que il y a eu une différence entre le début où il est sorti en France et où donc les gens n'étaient pas contents parce qu'ils avaient l'impression que le débat était déporté dans un autre pays et donc n'étaient pas contents que d'une certaine façon qu'on lave leur linge sale ailleurs que chez eux. Mais à partir du moment, moi je ne perçois pas de droits d'auteur au Maghreb. J'ai renoncé à mes droits d'auteur pour pouvoir vendre le livre à 2 €. Donc du coup, à partir du moment où le livre est sorti dans sa version de poche, où il a pu être vendu partout, et où on a sorti la bande dessinée, là les gens ont pu se réapproprier le livre, ont pu se réapproprier ce qui était dedans, et je pense que c'est là où vraiment le travail se fait, où ça peut infuser, c'est là que c'est important. All right, so I think that it, oh, one more. Oui, alors ça c'est une question différente, c'est sur votre autre rôle de représentant de la francophonie. Nous sommes plusieurs ici à être professeurs de français dans le Maine, donc dans un autre état. Et moi ça fait 27 ans et tout le monde ici, enfin depuis 20 ans, ok. Et c'est difficile de promouvoir le français parfois. C'est toujours, malgré le fait qu'on soit en Nouvelle-Angleterre, c'est souvent la deuxième langue étudiée dans les écoles, dans les lycées, après l'espagnol en général. Alors qu'est-ce que vous diriez à un élève américain qui hésite, qui doit choisir entre l'allemand, l'espagnol ou le français, qu'il faut faire des études de français, qu'il faut apprendre le français? Je lui dirais peut-être que ce qui est merveilleux avec le français, c'est que c'est une langue monde. C'est que si vous apprenez le français, vous découvrez Haïti, le Maroc, le Sénégal, le Canada, le Cambodge, le Vietnam, vous découvrez le monde en fait.
Et c'est ça qui est magnifique. Moi, ce que je lui dirais, le français, c'est pas la France. Hein. Le français, c'est pas les macarons, le béret, la baguette. On est fatigué de ça. Le béret, non, mais le français, c'est le rap sénégalais, c'est la sape congolaise, c'est l'histoire de l'Algérie, c'est la poésie haïtienne, c'est la Belgique, c'est la Suisse. C'est ça qui est beau dans la langue française, c'est que c'est une langue hyper diverse. Et je lui dirais, le français aussi, c'est une langue qui se créolise. C'est une langue extrêmement plastique. Il ne faut pas avoir un rapport sacralisé au français, parce que si on le regarde que par le prisme de la France, c'est le français, il faut parler parfaitement, sinon c'est pas la peine. Alors que moi je ne crois pas du tout, le français il faut le tordre, le transformer, il faut en aimer la musicalité, voilà, toute la sensualité, donc c'est ça qui est intéressant avec la langue française. Moi quand j'étais par exemple en Chine, c'était vachement marrant le nombre de Chinois qui apprennent le français au Canada pour venir ensuite investir en Afrique de l'Ouest, et pour eux le français, c'est même pas la France, enfin je veux dire, ça leur rentre pas forcément l'esprit, c'est pour découvrir d'autres continents, d'autres cultures. Donc moi je leur ferai lire, voilà, je leur ferai lire du Kamel Daoud, du Assia Djepar, je leur ferai lire du Sonny Laboutansi, du Maryse Condé, découvrir les Caraïbes, découvrir tous ces pays-là par le français. C'est le monde qui s'ouvre à vous. Merci. Merci à vous. Et du Leila Slimani aussi. On le fait, mais on le fait trop tard, ça, les élèves qui font ça, ils ont déjà choisi le français. Bah oui. Donc c'est avant qu'il faut aller faire la publicité. Exactement. So I believe now we will be one more question. Vous parliez tout à l'heure des problèmes de pauvreté en France, du fait qu'ils étaient plus importants qu'avant. Est-ce qu'il y a d'autres changements que vous constatez en France qui vous inquiètent? Ou qu'au contraire, vous êtes ravis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des changements de long terme comme ça? Je dirais qu'en France, un petit peu comme ailleurs, s'est produit cette espèce de fossé entre deux parties de la société. Une partie de la société, mais ça, finalement, la France là-dessus, elle est au même niveau que par exemple l'Angleterre, ou même un petit peu que l'Allemagne, même si l'Allemagne c'est un peu moins. Mais cette espèce de fossé entre des gens qui sont des gagnants de la mondialisation, qui vivent dans des grandes villes, en particulier à Paris, à Bordeaux, à Lyon, dans des villes comme ça. Donc des gens que d'ailleurs des sociologues qualifient comme étant des anywhere, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vraiment des racines, ou pas dans le sens où ces racines les plombent. C'est-à-dire que ces gens-là, en réalité, et j'en fais partie, se sentent parfois plus proches de quelqu'un qui habite dans le centre de Londres, dans le centre de Berlin ou de New York que de quelqu'un qui habite dans la Creuse. Moi, j'ai plus d'habitudes culturelles, alimentaires, de comportement, etc. J'ai plus de choses en commun, sans doute, avec quelqu'un qui habite dans le centre de New York ou dans le centre de Londres. Et d'autre part, des gens que ces mêmes sociologues qualifient de somewhere. C'est-à-dire des gens qui sont enracinés, mais dans le sens où ces racines-là leur pèsent. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à s'en sortir, une difficulté à se hisser hors de son milieu social, une difficulté à ce que les études, à ce que voilà, le travail vous permette de vivre dignement et de vous en sortir, d'être autre chose que ce que vos parents ont été, ou parfois même de régresser par rapport à la situation dans laquelle étaient vos parents. Et ça, je crois que c'est un problème qui, malheureusement, aujourd'hui est en train de complètement envenimer et détruire même la construction européenne. Le Brexit, pour moi, c'était exactement ça. Quand vous allez à Londres, les gens à Londres vous disent, en réalité, nous, on fait même plus partie de ce pays, on est une espèce de bulle, et on pourrait complètement vivre de manière étanche, sans avoir plus vraiment de communication avec ce pays. Donc c'est très très étrange ce qui se passe, ces espèces de bulles citadines et de lieux comme ça, de gens qui sont un peu déracinés, et on a l'impression où on bouge comme ça, et de l'autre côté, une partie du pays qui a vraiment du mal à s'en sortir. Et ce fossé, je crois qu'il nourrit aussi la contestation, il nourrit ce qui se passe aujourd'hui, il nourrit la haine, parce que c'est la vérité, il nourrit aussi une grande partie de la haine, et je n'ai absolument aucune solution, je ne sais pas comment on peut combler ça, parce que oui, il y a des gens qui malheureusement, et en réalité, sont des perdants aujourd'hui de ce système, qui est un système d'une terrible violence, qui est un système où c'est marche ou crève. Et ceux qui malheureusement n'arrivent pas à être dans le rythme, ils crèvent. Mais ça, c'est pas propre à la France, malheureusement. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un autre livre? Si oui, de quoi Comme dit ma mère, elle est toujours en train d'écrire un autre livre, celle-là. Oui, bien sûr, non, je suis en train d'écrire un nouveau livre.
En fait, là, je travaille sur une trilogie. Donc, un livre, 3 livres qui vont suivre l'histoire d'une famille des années 50 jusqu'à aujourd'hui, à travers les personnages de femmes, bien sûr, à travers 3 générations de femmes, entre le Maroc et la France. Voilà, c'est bien, je vais rentrer ce soir, je suis contente de continuer. Parce que parfois vous dites des sujets, il y a des gens qui font ah ouais, d'accord, super. Alors là, c'est le truc qui me fout dedans. Non, mais là, je suis contente, merci. All right, so on that note, very positive, looking forward to that. We will be moving on to the book signing, and if you'd like to purchase your copies here today, we have the Harvard bookstore who is with us with copies in English, and we have a smaller selection of Dans le Jardin de l'Autre, so Adele's original French version that is going to be available for sale in this small magazine room. And then the signing will be through the entryway and into our gallery space. So, thank you.